tous, c'est avec un déferlement d'émotions que je vous souhaite la bienvenue pour la première fois dans le Awa Kaporo Show. Émotion, eh bien oui, excitation, joie et aussi beaucoup de curiosité. Un numéro spécial, et pour un numéro spécial, on a aussi une invitée très spéciale. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aimerais succinctement revenir sur les préparatifs de ce talk show. Vous savez, il est une chose d'avoir une passion, d'avoir un projet que l'on veut réaliser. Il est aussi autre chose de pouvoir réaliser cette passion ou ce projet. La chance que j'ai eue, c'est d'être entourée d'une équipe très dynamique et très zélée, avec un producteur magnifique et une équipe qui ne m'a pas lâché d'une seule petite seconde. On a finalement arrivé ici à la réalisation du projet Awa Kaporo Show. Ça n'a pas été facile, certes, on a eu beaucoup de cernes, mais on a quand même pu se retrouver à un moment donné pour se dire, bon, c'est le moment venu et puis on va partir. Donc aujourd'hui, à tous et à toutes, bienvenue encore une fois au Awa Kaporo Show. Une édition très spéciale parce que c'est l'épisode en fait qui va annoncer tous les autres épisodes du Awa Kaporo Show. Et pour cet épisode très spécial, je reçois aussi une personne extrêmement spéciale. Spéciale dans le monde culturel, dans le monde médical, mais aussi très spéciale pour moi. Pourquoi? Vous allez le savoir tout à l'heure. Alors, mon invité, très tôt, s'est illustré dans la valorisation de la culture guinéenne. Elle est allée beaucoup plus loin, mais c'est elle qui va vous raconter de sa très belle voix avec son très beau visage. J'ai fait sa connaissance il y a à peu près 14 ans aujourd'hui et notre relation a toujours été teintée de beaucoup d'amour, de beaucoup d'affection, de beaucoup de respect et surtout, ce qui me plaît bien en elle, beaucoup de loyauté. Alors, tous et toutes, on va accueillir notre invitée très spéciale du jour, Madame Diallo Awabari. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité sur le Awa Kaporo Show. Merci. Ben oui, pour une édition assez spéciale, je me disais, la personne assez spéciale que je devrais inviter pour lancer ce talk show n'est autre que mon homonyme. Alors, au cours de cette émission, vous allez beaucoup entendre Homo, qui est le diminutif de homonyme, parce qu'elle est Awa comme moi. Ouais. C'est vraiment un réel plaisir. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, je viens juste de le dire, ça va faire bientôt 14 ans qu'on se connaît. Ouais. Donc, on peut se tutoyer, on peut garder Absolument, notre habitude. Absolument. Merci de m'avoir invité Homo et c'est vraiment un honneur de m'avoir choisi pour la toute première édition. Je me sens spéciale ce soir. Tout Seigneur, tout honneur. Merci beaucoup. Et comme on le dit, on est des queens. Donc, Nous sommes des queens. Nous sommes des queens. Et bien voilà. Je me sens comme une reine. Moi, je sens déjà la couronne sur ma tête. Merci beaucoup de m'avoir invité. Très connue dans le monde culturel, mais très peu savent en fait que tu es directrice et propriétaire de cabinet médical. Absolument. En fait, j'ai choisi depuis le début de me faire connaître sur la place publique dans le monde de la culture. C'est vrai que je suis chef d'entreprise et beaucoup ne savent pas que depuis 20 ans, j'évolue dans ce milieu et le peu qui savent disent « Ah, elle travaille pour son mari ». Et j'aime souvent corriger pour dire non, il est mon partenaire dans le business. Et j'adore lorsque tu fais allusion en disant que c'est un partenariat stratégique. Voilà. J'adore ça. Voilà. C'est vraiment un partenariat stratégique, surtout dans un monde comme les États-Unis. Donc, on évolue dans le monde médical, on a un cabinet médical. Comme je vous l'ai dit plus tôt, moi j'ai un master en administration de la santé. Et bon, évidemment, mon mari est médecin maintenant. Quand on s'est mariés, aucun des deux ne l'était. Ah oui. Donc, c'est un peu un chemin qu'on a poursuivi, qu'on a voulu toujours... Qui est-ce qui pousse l'un à l'autre vers... Je pense qu'on s'est poussés tous les deux, l'un l'autre. Voilà, on a tous un peu l'esprit entrepreneurial. Et moi, depuis toujours, j'ai toujours œuvré à ce que je ne travaille pas trop pour les autres. Et ça, c'est depuis très jeune. Donc, c'était tout à fait naturel. Quand moi, je suis arrivée aux États-Unis, il fallait reconnaître, comme on le dit, environmental scanning, c'est ce que j'ai fait. Et on va aller un peu en arrière pour dire que j'ai été d'abord mannequin. Oui, et on reviendra brièvement voilà. Sur... Donc, c'est depuis ce point-là, sur cette parenthèse. Je me suis toujours dit que ouais, j'aime mon indépendance, j'aime carrément gérer mon emploi du temps. Donc, il me faut vraiment des carrières où je peux vraiment call the shot, comme on le dit. Ce qu'on oublie, c'est que même lorsqu'on est boss de son propre timing,
c'est encore beaucoup plus compliqué. Absolument. Parce qu'on reste beaucoup plus impliqué que les autres. C'est beaucoup plus de pression. C'est un investissement personnel. C'est beaucoup plus de stress. C'est beaucoup plus de challenge. You know, et les gens ne comprennent pas cela. Parce que quand tu as des employés, surtout en Amérique, qui comptent sur toi, des employés qu'on ne peut pas regarder pour dire écoute, on ne peut pas te payer aujourd'hui. Ça ne marche pas. C'est beaucoup de stress. Ça ne marche pas. Mais moi, j'aime les défis. Et pour le moment, toujours prête à les relever. Absolument. Alors, depuis 20 ans maintenant, un peu plus, Easy Rehab vit. Absolument. Et concrètement, qu'est-ce que vous y faites? Bon, Easy Rehab est un centre, une clinique de rééducation physique, je pense, en français. Oui. Physical therapy. Donc, on s'occupe de tout ce qui est rééducation, spécialisée en stroke patients. Ça, c'est les patients qui sont victimes d'accidents vasculaires. Et aussi beaucoup de patients qui ont des problèmes de dos, de reins, qui font des interventions chirurgicales, par exemple sur le nez, qui ont besoin de rééducation pour bien marcher et tout ce qui s'ensuit. Et aussi, on fait beaucoup de la rééducation industrielle pour les accidents de travail, par exemple, et aussi les accidents de circulation. On fait la rééducation des gens qui sont victimes des grands accidents. Avez-vous eu des difficultés à vous faire connaître ou reconnaître, pour qu'on reconnaisse votre travail? C'est quand même 2 personnes issues de la diaspora africaine qui se retrouvent donc sur le sol de l'Oncle Sam. Je dirais plutôt 2 immigrants. 2 immigrants, ben voilà. La diaspora, c'est un autre concept. Il y a un confort au sein, c'est plutôt... On va aller avec 2 immigrants. 2 immigrants. Ben, 2 immigrants un peu fous, peut-être, qui se sont lancés... C'est pas fou de rêver grand. Voilà, qui rêvaient et qui se sont dit, ça peut se faire. Et on a appris, on a tenu, on a fait des erreurs, on a appris, et moi j'ai fait ce que je devais faire, il a fait ce qu'il devait faire. On a appris tant qu'on pouvait, on est retourné à l'école, on est allé vers les autres qui avaient déjà l'expérience, et on a essayé d'apprendre. Ça demande beaucoup, hein? Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, la formation dans ce domaine. Pas de sommeil à un moment donné, c'était des nuits blanches, des nuits blanches, des nuits blanches. Mais ça va. Et aujourd'hui, lorsque tu fais, donc, quand tu vois tout ça, ce par quoi tu es passé, aujourd'hui, quel est le sentiment qui t'anime? Ça y est, ou bien il faut encore que je pousse? Non, je pense que, pour moi, j'ai l'impression que je n'ai même pas commencé. Alors, des fois, j'ai des amis professionnels issus de la diaspora, aussi qui sont dans le même domaine médical, qui viennent à la clinique et qui me disent, mais dis donc, est-ce que tu réalises ce que vous avez fait ici? Je dis, non. Parce qu'en fait, tu vis dans ça, tu ne vois pas. On n'a même pas fait assez encore, mais quand même, avec le recul, des fois, je m'assois, je dis, waouh. On a vraiment fait ça. Et vous restez quand même à la pointe de la technologie. J'ai vu que dernièrement, vous avez aussi ajouté les massages, comment vous appelez ça? C'est la physiothérapie aquatique qui est très prisée aujourd'hui, mais qui n'est pas nécessairement offerte par toutes les cliniques parce que c'est une méthodologie assez chère et assez difficile qu'il faut bien apprendre. Donc nous, on a des thérapeutes, y compris mon mari, qui étaient obligés d'aller réapprendre comment appliquer la thérapie aquatique. Donc, ça nous permet d'être un peu toujours en avant sur la compétition, tout autour. Donc, ça va. Tu l'as dit avec beaucoup d'aisance, mais c'est beaucoup de travail. Hein. Ouais, c'est énormément de travail. Absolument. Et donc, très peu même connaissent... Quand je suis là, je fais du télétravail. En plus, alors tu n'es pas en vacances, tu travailles. Bon, pour moi, je vu le décalage horaire, tu le fais le soir, la nuit. La nuit très tard. Et tu dors quand? Je sais avec pas. Toute cette énergie. Tant que je peux. Je pense que j'ai volé 10 minutes de sommeil pendant le maquillage. Pendant la séance maquillage. On va taire ça. Voilà, on ne va pas l'annoncer. Voilà, alors donc, directrice et propriétaire de cabinet médical que très peu savent, est-ce que pour toi, ça, bon, je ne dirais pas gêné, ça doit choquer plus d'un lorsqu'ils apprennent cela, ils ont comme la mâchoire qui leur tombe. Oui, tu es dans le domaine médical? Oui. Absolument. J'ai toujours eu cette réaction. Et beaucoup de... Ce qui est un peu dommage, hein, pas pour moi. Il y a beaucoup de femmes surtout qui
même quand tu leur expliques, elles disent, ah non, tu as de la chance, tu travailles pour ton mari. J'ai dit, pour la énième fois, je ne travaille pas pour mon mari. Je travaille avec mon mari. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, j'ai choisi c'était pas important de parler de cela. Ça n'a jamais été important parce que quand j'ai choisi d'aller public et de me faire connaître, et c'était vraiment dans un environnement où pour une raison qui me tenait beaucoup à cœur, qui est la culture, qui est la production, qui est la mise en scène. Donc, j'ai choisi très tôt de me faire connaître par la voie culturelle. Et depuis très jeune, hein, tu milites pour la valorisation de la culture guinéenne. Depuis ici, c'est privé, ça m'appartient. Je n'ai pas besoin de partager ça avec le public. Ah, mais c'est très humble. Ma profession. Voilà. Donc déjà depuis très jeune, depuis que tu es collégienne, lycéenne déjà? Oui, nous, on a commencé ici très tôt, hein, avec des amis. Une vraie tête brûlée. Voilà, on a toujours été dans les mouvements associatifs ici en Guinée. J'ai fait partie des étudiants depuis le collège qui organisaient tous les mouvements de grève, les revendications. C'était toujours au devant de la scène. Les revendications, disons, des revendications justes. Voilà, juste constructives, pour améliorer certaines conditions. Dans les écoles pour les étudiants au collège Kipé, au lycée 1er mars à Matam. Et au-delà de cela, j'ai commencé à faire les événements culturels très tôt ici. Le premier Festi Vacances, je suis membre fondatrice et avec quelques autres amis. Donc, qui aujourd'hui sont toujours aussi dans le même... Bon, il y en a qui sont même députés aujourd'hui. Je préfère taire. On va taire les noms. Si voilà, vous reconnaissez, on parle de vous. Ils se reconnaîtront. Et il y a un qui est malheureusement décédé, paix à son âme. Paix à son âme. Pinky Teliwel Diallo, qui est un frère à moi, avec qui j'ai commencé dans ce milieu de la culture et qui m'était très cher. Donc, et toi, tu fonces dur, on est parti, on a récompensé les premiers de la République. Ici, pour la première fois, on a été les premiers de la rentrée au collège jusqu'au lycée. On est allé les retrouver partout où ils étaient. Wow, et on les a mis au Palais du Peuple pour la première fois. On les a mis sur scène. Et incroyable. On a fait un spectacle, on les a tous récompensés avec l'aide de Hagia Ishaba à l'époque, qui était ministre de l'Éducation. À l'époque, oui, voilà, qui nous a fait des cadeaux qu'on a pu offrir aux étudiants pour les encourager. Waouh, donc depuis la Guinée, tu le fais, puis tu t'en vas, mais tu gardes les pieds en Guinée. Les pieds et la tête en Guinée. Oui, parce que même de l'autre côté, tu fais rayonner la culture guinéenne. Ça te lâche plus, ça, ce bout. Bon, pendant que je faisais un peu de culture, de bénévolat aussi, hein, je faisais beaucoup de bénévolat avec les entreprises. Et en même temps, j'étais mannequin aussi. Oui. Oh là là. Parce que les vacances, moi, je n'aimais pas demander de l'argent à mes parents. J'aimais vraiment bien trouver pour moi-même. Donc, je travaillais pour Teranga, la maison Teranga. Et c'est comme ça que je gagnais ici. Un peu, avec Talibeba. Donc, ça, c'est une autre facette de toi, en fait. Parce que c'était très facile. Tous les environnements dans lesquels je me suis retrouvée, il y a toujours une personne qui me disait, tu dois être mannequin, il faut que tu sois ceci. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé ou intérieurement, tu voulais quand même essayer le podium et défiler? J'ai jamais voulu défiler, j'ai juste voulu une photo dans Amina Magazine. Ah d'accord, et que tu as obtenu? Non, j'ai obtenu beaucoup plus que ça. Moi, avec la persévérance, parce qu'au lycée, tu l'as obtenu. Je venais au bureau de ma mère, ici à Friguiabaz. Alors, quand je venais, elle avait toujours un abonnement directement de la France, de Amina Magazine. Moi, je lisais ces magazines. Ah, on a tous eu la tête fourrée dans Amina Magazine. Tout le temps à la bibliothèque franco-guinéenne. Donc, moi, j'avais juste un rêve, c'était une photo. Parce que je voyais Naomi Campbell. Je disais, si j'ai la petite photo là, je serais bien. Largement. Alors, et comment c'est arrivé? Parce que tu t'es retrouvée plusieurs fois dans Amina Magazine. D'abord, je suis passée par le Ghana. J'ai étudié au Ghana d'abord, avant d'arriver aux États-Unis. Donc au Ghana aussi, j'ai un peu poursuivi en tant qu'étudiante. Ah, défilé toujours avec la première dame Nana Rollins. À l'époque. Je faisais beaucoup d'événements de fashion philanthropique. Donc moi, je me suis toujours débrouillée à être mannequin dans ces événements. Et, ça payait les cours aussi. Voilà. Ça a aidé à boucher les ça a aidé un peu. Mais c'était vraiment juste par plaisir. Hein. Et encore pour relever des défis, voilà, que je me suis toujours lancée. Alors, fast forward, on arrive à New York.
Et bon, d'abord à Philadelphie. Mais d'accord, Amina, c'est après quand tu es partie aux États-Unis? Quand je suis arrivée aux États-Unis. Ah, d'accord. Parce que quand j'ai commencé le mannequinat à New York, je faisais New York, Paris, Milan. Oh. Donc, c'est arrivé en beaucoup France, de voyages. Hein. À travers mon agent à New York, qui m'a envoyé vers Amina sur Paris, qui a envoyé mon dossier. Et Amina a été pressée de me voir. On a fait l'interview, un spread. Et une deuxième fois, ils m'ont accordé la couverture. Donc, au-delà de Amina, je faisais beaucoup de salons sur Paris en tant que mannequin. Mais moi, j'aimais plus être mannequin de magazine que mannequin de podium. De podium. Voilà. Mais on me sollicitait plus pour le podium. L'œil du public voilà, donc, c'est un peu ça. Et quand la première fois, tu sais que ton image sort dans le magazine Amina, quelle émotion te traverse? Surexcitée. Contente. Tu n'as pas dormi la veille? Aujourd'hui, ma mère garde, parce que dès que les numéros sortaient, et elle avait son abonnement toujours. Et moi, j'étais même surprise très récemment encore de voir dans les placards de maman tous les magazines de New York, Paris. Wow. Elle a toute une collection. Qu'est-ce que nos mamans ne font pas? Que moi, j'ai pas. Que vraiment. Tu n'as plus? Non, que je n'ai plus. J'ai tout retrouvé parce qu'elle imprimait tout. Elle faisait des copies, elle mettait des dates, les notes. Ça, c'est les secrétaires d'avant. Tu es chanceuse parce que beaucoup des parents sont quand même un tout petit peu réfractaires quand les enfants veulent faire du mannequinat ou voilà, tout ce qui est un peu beauté, concours et machin. Toi, quand même, as été chanceuse hein, que ta maman t'ait encouragée ou tout le moins soutenue. En fait, même les parents qui sont un peu réticents, je comprends. Je pense que c'est juste une inquiétude qu'ils ont par rapport au monde extérieur. L'impression qu'ils ont du monde extérieur. Et bon, comme peut-être, je ne sais pas, hein, la chance d'avoir, moi j'ai perdu mon père très tôt, donc j'ai eu une maman qui a joué les deux rôles, une femme qui était intellectuelle, peut-être exposée un peu à tout ce monde. Et qui pouvait mieux le comprendre, mieux l'appréhender. Je pense une relation plus ou moins amicale. Ma maman était très stricte, mais en même temps, on communiquait quand même. Donc, je pense que les parents connaissent leurs enfants. Et ils savent jusqu'où faire confiance. Jusqu'où faire confiance. Voilà. Et je dis toujours aux parents, quand vous inculquez certaines valeurs en vos enfants, vous pouvez dormir restez tranquille. rassurés que partout ils vont, ils auront. Parce que moi, j'ai toujours dit ça à mes enfants. Des milieux dans lesquels moi, je me suis retrouvée et je me suis tout de suite retirée parce que je vois toujours l'angle du mur là. Oui. Je dis, ma mère est toujours elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Donc ça m'a suivi. Ça c'est très bien. Hein? Ça m'a beaucoup aidé. Oui. Et donc je me dis, il faut toujours donner une éducation de base et il faut toujours apprendre aux enfants très tôt qui ils sont, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils représentent une fois qu'ils se retrouvent de l'autre côté, en dehors du carcan familial. Donc, des fois, on minimise cela, mais ça peut suivre les important. enfants. Et donc, moi, je me bats pour inculquer les mêmes valeurs à mes enfants, en espérant que ça va être la même chose. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je n'ai jamais eu peur de me retrouver. Oui, c'est un peu pareil aussi. On disait qu'il y avait des tentations. Et honnêtement, je pense que ce milieu... La mode donne une impression qui n'est pas réelle. Il faut y être pour comprendre que c'est vraiment pas ce que les gens pensent. C'est vrai, il y a des préjugés. En tout cas, dans les milieux où ça travaille. Je ne sais pas maintenant dans les milieux où on se débrouille, où les gens profitent de toi. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu la chance d'avoir un agent, une très grande agence à New York, qui travaillait et qui, partout, il m'envoyait. Je ramenais des contrats. Donc, je me suis retrouvée dans les milieux où ça travaillait. Ça a quand même payé. Voilà. Hein, ça travaillait. Il n'y avait pas de raison de se faire abuser pour aller de l'avant. C'est le travail. Parce qu'on va dire autre temps, autre mœurs, peut-être qu'avant, c'était... Mais je pense que ça restait quand même la même chose. Hein, comme tu le dis si bien, ça dépendra après si c'est pour le travail ou si c'est pour autre chose. Mais, voilà. Alors, au centre de tes préoccupations aussi, il y a la jeune fille, il y a la jeune femme. Qui a toujours été ton bâton de cheminement, toujours. Et j'ai vu un article aussi où tu t'es démarqué dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Parle-nous-en. Bon, les mutilations génitales féminines, qui ne connaît pas ce que ça fait à la femme africaine, il est très important. Moi, depuis très jeune,
je me suis dit, surtout quand j'étais mannequin, vraiment occuper une bonne carrière entre New York et Paris. Et Amina Magazine a été le premier magazine qui m'a demandé, est-ce que tu as le courage d'en parler? Je dis quoi? Tout de suite, amenez les micros. Il faut qu'on en parle. J'étais très jeune, j'avais 21 ans peut-être. Mais je me suis dit, il faut qu'on en parle parce que c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans nos sociétés africaines. Moi, je pense que c'est quelque chose qui fait du tort à la femme africaine et qui n'a pas raison d'être. Et l'importance pour les femmes d'en parler parce qu'elles sont les victimes. Il est très important pour les femmes d'en parler. C'est vrai que les mutilations génitales féminines se pratiquent de manière différente selon les cultures africaines, selon par exemple l'Afrique de l'Est par rapport à l'Afrique de l'Ouest, par rapport à l'Afrique du Nord. On a appris qu'il y a des méthodes qui sont vraiment... Si on prend par exemple le modèle de l'Afrique de l'Est, c'est le modèle le plus violent. Sur la femme. C'est une ablation totale. Une ablation totale. Et ça n'excuse pas, hein, nous qui avons été excisés à l'hôpital. Moi, je dis à toutes les femmes, assumez. Le résultat... Non, moi, je suis une femme excisée, je l'assume. Et non, c'était pas mon choix. Hein. Et vous connaissez bien l'environnement africain. Oui. Et souvent même les mamans ou les parents directs n'ont pas le choix. Ils sont impuissants devant la Et à l'époque, je pense que les gens n'avaient même pas compris que c'était un problème. Donc, c'était tout à fait normal. Et bien au contraire, quand tu n'étais pas excisé, les amis se moquaient de toi. Tu étais la risée du quartier. Nous, on a reconnu très tôt que c'est quelque chose on devait mettre fin à cela. Et donc, le combat, depuis très tôt, moi, Katou Chagnan m'a inspiré. Paix à son âme. C'est elle qui m'a vraiment inspiré. C'est avec elle, pour la première fois, j'ai commencé à comprendre par rapport à ses écrits, son combat contre les FGM. J'ai compris que c'est quelque chose qu'on devait vraiment pousser pour mettre fin à ce fléau. Donc, c'est toujours... Ça a du chemin à faire, mais ça a changé un peu. Le combat continue. Le combat continue et sous diverses formes. Et dans l'optique donc de la promotion du pagne africain, nous sommes joliment habillés par Monsieur Khalil Sako, que tu connais très bien. Donc je te laisse parler de l'Awassa. Bon, l'Awassa, je pense que c'est une marque guinéenne par un jeune Guinéen du nom de Khalil Sako, qui m'a approché pour que je puisse être ambassadrice de sa marque et qui a bien voulu nous habiller ce soir. Alors on lui dit merci. Merci beaucoup, Monsieur Sako. L'Awassa, c'est très joli là. C'est très joli. Je vais faire un tout petit peu défilé. Et voilà. Voilà, je vais tourner. Très joli, très joli. Et merci à lui. Merci beaucoup, Monsieur Sako. Tu es très connu avec la casquette de Miss Guinée Amérique du Nord. Oui. Et justement, à travers ce concours qui n'est pas simplement un concours de beauté, c'est qui est totalement époustouflant et hallucinant. Parce que la première fois que je découvre ton concours, il y a de cela, c'est seulement la première édition que j'ai ratée. Oui. La seconde édition, j'étais déjà aux États-Unis. J'ai dit, mais est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle est en train de faire? J'avais l'impression que tu ne te rendais pas compte réellement de la grandeur de ton acte ou de tes actes envers ces jeunes filles. Ce n'est pas qu'un concours de beauté, mais ça va beaucoup plus loin. Pas du tout. Alors, Miss Guinée Amérique du Nord, quand j'ai arrêté le mannequinat, je l'ai arrêté par choix, parce que je voulais me marier très jeune. Encore une fois, peut-être parce qu'on m'a inculqué trop de valeurs africaines. C'est bien. Et je voulais faire mes enfants très tôt. J'ai toujours su ce que je voulais faire en ce sens. Alors, mon plus grand problème, je pense, le plus grand défi que j'avais, c'était de trouver un Africain qui avait mes valeurs culturelles, religieuses et tout ce qui s'ensuit. Parce que je ne voulais vraiment pas épouser autre chose qu'Africain. On peut dire que Dieu t'a écouté. Hein? Donc, quand j'ai pensé que j'ai trouvé cela, I was like, hello, hope. Ça, alléluia. Let's go. Donc, je me retrouve d'une vie de, je sais pas moi, de célébrité à New York, une vie de monde vraiment fashionista. Par là, toutes les grandes stars. Je débarque à Washington, très monotone, très calme, très bizarre. Ils appellent la ville des intellectuels ici, toutes. Des intellos. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est comme ça qu'on nous surnomme là-bas. Donc, je me rappelle une fois, je suis allée à Washington, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, tiens, je suis allée dans une ville aujourd'hui, vraiment. Je ne me vois pas vivre là-bas.
Alors, quand je me suis mariée, je suis arrivée, je l'ai appelée encore, je lui ai dit, tu sais, la ville dont je te parlais, là, je me retrouve là-bas. Elle a dit, c'est bien fait Le pour hasard toi. des choses. Donc, bon, bref, je me suis retrouvée à Washington et tout de suite, j'ai fait la connaissance des amis ivoiriens. J'ai eu des amis ivoiriens et libériens. Okay. J'avais une amie libérienne qui était dans le milieu de la mode, donc tout de suite, ça m'a attiré. Oui. Ah oui. C'est vrai que bon, la mode, mais dans une ville aussi calme que ça, on verra. Donc souvent, je l'aidais et elle a commencé à faire Miss Liberia. Alors Miss Liberia, je l'ai assistée. Et je lui ai dit, il faut que je fasse quelque chose parce que dans cette communauté, je ne vois rien de spécial. Je ne vois pas... J'ai rien vu depuis que je suis là. Ça, c'était peut-être 2 ans après que je sois... que j'ai déménagé à Washington. Donc, je lui ai dit... Elle m'a dit, mais fais un concours de beauté. Je dis, les concours de beauté, moi, ça ne me dit pas trop. Je veux faire quelque chose qui peut impacter la jeune fille. Contenu assez... Voilà, qui peut impacter la jeune fille guinéenne. Alors, mais le mot concours de beauté, quand même, je l'ai retenu. Alors, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à mettre des idées. Je dis, mais il faut que je fasse quelque chose qui peut servir. Il ne faudrait pas que ce soit juste un concours de beauté. Voilà. Donc, c'est comme ça que on a travaillé, j'ai fait le concept. Je me suis dit d'abord 2 choses parce que je ne voulais pas, c'est les maillots de bain. Je ne voulais pas être responsable de ça pour les enfants d'autrui. Et connaissant l'esprit et la mentalité dans nos communautés. Donc, il fallait que ce soit culturel. Et il fallait que je ressors le côté intellectuel, le côté éducation, le côté mentorship, leadership de la jeune femme. Et aussi accompagner la jeune fille guinéenne à comprendre les opportunités qui étaient autour d'elle. Parce que moi, je faisais le tour un peu. La majorité des jeunes filles que je rencontrais, je suis jusqu'aujourd'hui très curieuse. Dès que je rencontre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, les filles me disaient, je tresse. J'ai pas les papiers, j'ai un respect bleu pour les femmes qui tressent aux États-Unis. Mais en même temps, je me dis que les jeunes filles pouvaient aller au-delà de cela. Donc, je me suis dit, mais il faut qu'on recrute ces filles. Il faut qu'on leur montre qu'il y a des opportunités, même sans documents, sans papier. Il y a des écoles pour se former. Mais elles ne savaient pas. Donc, ensemble, on a mis plein d'idées ensemble, mon équipe et moi. Donc, on s'est dit, on va faire de cela un programme qui va non seulement promouvoir la Guinée, qui va vendre la Guinée. Parce que moi, j'étais là, je ne voyais que la Guinée. Hein. Les autres pays étaient là, ils avaient leur place. Mais la Guinée n'existait pas. Dès que tu parlais de la Guinée, on disait, c'est quel pays ça? De quelle Guinée vous parlez? Alors moi, ça m'énervait. Je me suis dit, ça, on va imposer ce pays ici. Donc c'est ce qu'on a fait à travers Miss Guinée, Amérique du Nord. Et vous connaissez la suite. Et nous, ça accompagne les jeunes filles, ça vend l'image culturelle de la Guinée, ça vend le tourisme, ça encourage les gens à vouloir découvrir la Guinée. On a tout en un, en fait, quand on est à cet événement. Voilà, on voit tout en un. Et j'aime bien dire, le concours de Hawa Bari, Miss Guinée Amérique du Nord, c'est l'intelligence et la beauté. J'aime bien commencer par l'intelligence et après aller à la beauté. Parce qu'on cherche plus. Rassurés, vous y trouvez du tout. Culture. Ah, mais j'enjoy myself toujours. Quand je vais, je cherche ma place en haut et je danse toute la soirée. Voilà. Combien d'éditions? Et puis, on s'apprête pour un comeback après le Covid. On a fait 11 éditions. Et Covid était un mal nécessaire. Il fallait souffler un peu. Il fallait souffler un peu. Il était temps, j'en avais besoin. Alors moi, j'ai pleinement profité, mais il est temps de revenir. OK. Et alors, pour cette édition très, très, très prochaine, de grandes surprises nous attendent? Absolument. Voilà, en 2-3 mots, parce qu'on va clôturer cet événement spécial, le premier numéro de Hawa Comme on Kaporo le Show. dit, c'est des surprises. Donc, non va seulement dévoiler. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Miss Guinée Amérique du Nord, Miss Guinée North America, et aussi Hawa Bari Gallo, la page, ou la page Queen Bee Speaks. Donc, c'est là que ça va se passer pour vraiment vous informer de ce qui va se passer. Et les grandes surprises, on les garde jusqu'au jour J. La femme aux plusieurs facettes, c'est comme ça que je t'appelle. Oh, ma chère sœur, merci d'avoir accepté cette invitation. Et tu vois, avec toi, on marque l'histoire. Hein? Premier épisode du Hawa Kaporo Show et c'est toi qui es là. C'est un honneur. Infiniment. Merci, je suis vraiment honorée. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir. C'est moi qui te remercie. Et comme on le dit, le mouvement, je suis la gardienne de mes sœurs. C'est ça. J'aime bien ça aussi. Tu as bien représenté cela ce soir. Et en me donnant l'honneur d'être
ton invité number one. Yes. Et j'espère que j'ai pu vraiment Plus répondre que à ce tes à quoi je attentes. m'attendais. Thank you Plus. very much for inviting me. Le Hawa Kaporo Show, tu as ouvert la porte, donc ça veut dire que tout se passera avec toi. Inch'Allah. J'espère que cette interview vous a plu. Et bien c'est parti pour le Hawa Kaporo Show. Et vous et moi, nous sommes tous curieux de savoir ce que cette aventure va nous apporter. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Hawa Kaporo Show. Thank you very much. Merci.